Encore une fois, très choyés. On sera en bonne compagnie et je vous les présente sous peu. Je me présente moi-même d'abord. Je m'appelle Judith et je suis directrice générale par intérim du REFAD. Et donc, pour les prochains mois, j'ai le plaisir et le bonheur de travailler avec Élodie, ma collègue et ma complice, qui fait le gros du travail, en fait, dans l'organisation des webinaires et qui me permet de bien paraître avec des notes toujours bien prêtes. Alors, je te remercie, Élodie. Euh, alors, pendant que les gens continuent à se connecter, on est déjà une vingtaine. On veut vous dire quelques petites choses. Alors, on vous demande, s'il est possible, d'éteindre vos micros. Il y aura, bien entendu, une période de questions à la fin. Donc, on vous invite à rester connectés jusqu'à la fin. Les animatrices nous ont confirmé qu'elles avaient gardé un 15 minutes à la fin pour prendre vos questions. Alors, pour bénéficier de ça, on vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui, jusqu'à 13 heures. Une petite annonce, il y aura aussi un lien vers une évaluation. Super important de nous donner de la rétroaction sur les webinaires et sur le REFAD. Ceux et celles qui ont déjà déjà rempli un formulaire d'appréciation. Vous allez voir qu'on a ajouté quelques questions parce qu'on veut vous entendre sur ce que le REFAD peut faire au cours de la prochaine année ou des prochaines années qui pourrait mieux répondre aux besoins que vous avez au sein de vos équipes ou de vos organisations. Donc, alors, il y aura ce lien-là. Aussi, je vais vous dire qu'une petite annonce, alors le REFAD a décidé, suite à la popularité, on fait un essai. Hein, on essaie des choses qui tentent rien à rien. Donc, le 27 mars à 11h30, il y aura un atelier qui sera offert aux membres du REFAD de 11h30 à 13h le 27 mars. Et c'est pour faire suite à l'atelier du 8 janvier 2025 qui avait été offert par Julie Beaupré de l'UQAM et d'Elisabeth Joly du campus Récit, qui avait pour titre Et si l'intelligence artificielle générative propulsait la conscience pédagogique. Il y avait eu beaucoup d'intérêt pour ce webinaire le 8 janvier. Donc, on a proposé aux animatrices d'offrir un atelier aux organisations membres, aux équipes des organisations membres du REFAD. Vous pourrez vérifier auprès de vos interlocuteurs ou auprès d'Élodie si vous êtes membre, effectivement. Et l'atelier sera offert spécifiquement au membership du REFAD. 1 heure et demie à nombre limité de participation. Donc, on va accepter 50 participants pour pouvoir permettre une plus grande interaction avec les animatrices. Donc, c'est une tentative et ça risque de se reproduire. Donc, on vous invite à suivre le lien qui sera aussi dans le chat un peu plus tard s'il n'est pas déjà là. Donc, avant de débuter, comme vous savez, le REFAD est un réseau pan-canadien. On reconnaît qu'on est situé sur des territoires autochtones traditionnels non cédés par voie de traité. Et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens et gardiennes traditionnels de ces territoires. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance qui paient une membriété annuelle. Merci à tous et toutes d'être présents avec nous pour cet atelier qu'on appelle Cognitia, exploration et expérimentation de concepts en intelligence artificielle. Déjà, on est déjà attiré par, la curiosité est éveillée. Et on accueille aujourd'hui Wendy Dan et Sylvie Grimard de la SOFAD. Alors, Wendy Dan est déléguée pédagogique et fascinée par la recherche en neuroéducation. Ah, moi aussi, ça c'est intéressant. Elle saura vous démontrer l'importance d'explorer les divers mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires au HEC de Montréal et a décidé de poursuivre des études de 2e cycle en enseignement à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue, Wendy. On est bien contente que tu sois là. Merci Sylvie beaucoup. Grimard, ex-enseignante en adaptation, enseignante un jour, enseignante toujours. Sylvie, je pense qu'on est toujours enseignante.
ex-enseignante en adaptation scolaire et déléguée pédagogique depuis plus de 25 ans. Elle s'intéresse particulièrement au cheminement académique des apprenants en s'efforçant d'approfondir et de mieux comprendre la façon d'apprendre. Sylvie est détentrice d'un baccalauréat en enseignement, d'une maîtrise en didactique des mathématiques, accompagnée d'une certification en pédagogie positive. Ah, j'adore. Alors, merci Sylvie d'être avec nous. Wendy et Sylvie, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui et je vous laisse maintenant la parole. À vous. Merci Judith, merci Élodie. Alors bonjour, bienvenue à cet atelier de présentation du site Cognitia. Alors le site Cognitia, et je dois vous dire qu'on est bien heureuse, merci de votre invitation de nous accueillir. Alors le site Cognitia présente les fondamentaux de l'IA. Ce qu'on souhaite faire avec le site Cognitia, c'est de montrer aux élèves pourquoi l'intelligence artificielle est si importante aujourd'hui. Alors, Cognitia, les enseignants et les élèves pourront utiliser, découvrir ce site qui présente, qui propose des activités, des défis pour explorer et expérimenter des concepts de base en intelligence artificielle. Bien que les élèves interagissent quotidiennement avec l'intelligence artificielle, malgré le fait qu'ils ne soient pas toujours au courant et que surtout les concepts ne soient pas nécessairement utilisés et intégrés, ce site va permettre aux élèves d'explorer différentes activités pour pouvoir justement mettre en pratique des connaissances avec l'intelligence artificielle. Si vous le permettez, je vais utiliser tout au long de cette présentation l'abréviation IA. Alors, vous comprenez pourquoi ça sera beaucoup plus simple. L'IA est une technologie fascinante. L'IA nous a obligés, depuis plusieurs années, à changer une perception des choses, des savoirs. Alors, toute la maîtrise de l'apprentissage, toute la maîtrise de l'éducation, de la conceptualisation, l'IA a changé cette manière dans le monde en ce moment. Alors, ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose de très grand. Ce site Cognitia est conçu par la SOFAD et évidemment, on a pu le faire grâce au programme Nova Science. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissez ce programme, qui est un programme qui offre un soutien aux initiatives en formation d'intelligence artificielle. Alors, ce site a été développé, évidemment, la SOFAD a pu créer ce site grâce à la contribution financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. La beauté du site Cognitia que vous allez découvrir dans quelques minutes avec Wendy, vous allez voir qu'il n'y a aucune installation complexe requise. Alors, c'est très simple, c'est un accès direct via un navigateur web. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce site est gratuit. Donc, vous aurez la possibilité, à la fin de cette présentation, vous recevrez cette présentation avec le lien et vous pourrez vous inscrire, vous et vos élèves, sur ce site et explorer les activités et les défis que l'on propose. Nous passons à l'autre diapo. Alors, la troisième diapo, nous l'avons intégrée. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait vous informer quels sont les objectifs de formation, qu'est-ce on veut évaluer avec les élèves en utilisant et en appliquant les activités avec Cognitia. D'abord, depuis la sortie de ChatGPT, qui est finalement la version gratuite du modèle OpenAI, on a été très conscient que ça brassait beaucoup de choses au niveau de l'éducation et évidemment de la société en général. Alors, voici les objectifs que nous avons inscrits. Ce sont des objectifs généraux. Si vous décidez d'ouvrir et d'explorer avec vos élèves le site Cognitia, vous allez voir que l'objectif visé, on en a mis 3, et évidemment, ça sous-tend bien d'autres, c'est de développer une meilleure compréhension de nos usages, des cas d'usage. Donc, on le voit, plusieurs adultes, plusieurs élèves utilisent l'IA sans trop savoir qu'ils ont utilisé l'IA. Alors, ça va nous permettre de mieux cibler, de montrer aux apprenants, tu vois, quand tu fais telle chose, ben, tu requiers l'IA. Identifier et résoudre des problématiques éthiques liées à l'IA, c'est un grand enjeu et c'est excessivement important et Cognitia le fait de montrer aux élèves qu'on doit encadrer toutes ces fonctionnalités, toutes ces technologies qui utilisent l'IA.
Encourager des discussions critiques sur les implications sociales, c'est une compétence du 21e siècle. On doit être en mesure d'avoir une pensée critique, de s'interroger, de se questionner, d'argumenter. Alors, ça fait aussi partie de ce volet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Ce qu'il est essentiel, je pense que si je résume la deuxième diapo, c'est essentiel justement de montrer aux élèves cette importance de mieux encadrer l'IA. À quel besoin répond Cognitia? Alors, si vous décidez d'explorer ce site gratuit avec vos élèves, euh, où on veut les amener, ces élèves? D'abord, encore une fois, je risque de me répéter, mais c'est de comprendre l'IA et les enjeux éthiques qu'elle soulève. C'est excessivement important, on vient de le dire, au niveau de l'encadrement, de développer les compétences numériques des élèves et des enseignants. Et vous savez que ce besoin, il est excessivement lié au cadre de référence de la compétence numérique. Apprendre à programmer de manière autonome. Ça veut dire que si vous souhaitez ouvrir, démarrer ce site, faire des activités, vivre des défis avec vos élèves, la beauté de Cognitia, c'est qu'il est modélisé. Vous allez voir avec Wendy, toutes les activités et les défis qui sont un peu plus complexes, on offre la modélisation. Donc, on donne un exemple, on explique comment programmer. Alors, évidemment, on est sur la programmation de base avec JavaScript. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la programmation fait aussi partie d'une dimension du cadre de référence de la compétence numérique. Et évidemment, on souhaite que l'élève ait un intérêt à apprendre les bases de la programmation afin d'assurer une relève. Ça aussi, ça fait partie des compétences du 21e siècle d'un élève. Apprendre à connaître, apprendre à faire. Alors ici, on est dans ces compétences du 21e siècle. Mener des discussions progressives avec vos élèves, Cognitia vous le permet. Les élèves ont des réflexions à faire, ils écrivent leurs commentaires suite à une mise en situation. Alors, vous pouvez soit regrouper ces élèves, les diviser en groupes et partir un débat, un argumentaire avec eux, c'est intéressant. Donc, aussi des discussions productives. Et en plus, Cognitia permet de travailler toutes les disciplines. Alors, si vous êtes un enseignant en français, mathématiques, sciences, univers social, tout le contenu que vous allez voir avec Wendy va vous permettre de travailler dans toutes ces disciplines. Alors, ça aussi, c'est vraiment un plus au niveau de Cognitia. Nous avons décidé de vous remettre cette représentation graphique du cadre de référence du Québec. C'est excessivement important. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette représentation graphique. Elle est très parlante, elle est très simple, elle est très claire. Et vous savez que celle-ci représente le cadre de référence du développement numérique du Québec, mais vous savez que plusieurs pays ont aussi leur référentiel numérique. Alors, on va s'attarder à celui-ci qui est le nôtre. La roue, donc le cercle. Si vous voyez, c'est petit, je suis désolée pour la grosseur de l'image, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a 12 dimensions dans ce cadre de référence de la compétence numérique. Celles qui sont au plein milieu, qui gravitent au centre, alors les compétences pivots, on vous a fait un cercle avec la flèche, citoyen éthique, agir en citoyen éthique au niveau de toute cette implantation numérique. C'est une compétence primordiale. Et vous avez l'autre, habilité technologique. Donc, être en mesure de mobiliser tous les apprentissages, toutes les habiletés technologiques. Alors, ces deux dimensions de la compétence numérique sont au centre de ces trous, de ce cercle, et tout autour gravitent les 10 autres dimensions. Alors, je ne parlerai pas des 10 autres, je vais en présenter quelques-unes qui sont très importantes et qui sont en lien aussi avec notre site Cognitia pour vivre des activités et des défis. D'abord, vous avez numérique par l'apprentissage. Depuis la pandémie, la majorité des enseignants, des formateurs, des centres, des directions écoles et même nous à la SOFAD, on a fait un travail vraiment en lien avec le numérique. Alors, on a eu à se former, à comprendre les enjeux, à voir comment on pouvait l'associer à nos apprentissages, à nos conceptions de cours. Alors, c'est ce que vous avez fait aussi, donc apprendre à partir du numérique. Vous avez, j'ai encerclé celui collaboration.
Une fois qu'on a pris la décision d'explorer le numérique, on doit malheureusement ou heureusement, c'est plus heureusement, collaborer avec le numérique. Donc, être en mesure de comprendre l'outil et de l'utiliser. C'est ce que vous faites depuis quelques années maintenant. Ensuite, résolution de problèmes. On résout des problèmes tous les jours dans notre vie au quotidien, qu'ils soient simples ou complexes, mais il y a aussi résoudre des problèmes en numérique. Alors, ça fait partie de cette dimension de la compétence. Donc ici, je dois apprendre à analyser et à aller chercher des outils qui correspondent, par exemple, à ma situation d'apprentissage. On me donne un contexte et je dois l'analyser et comprendre quel outil est approprié. Alors ça aussi, dans la dynamique des activités et des défis que présente Cognitia, l'apprenant, l'élève aura aussi cette résolution de problème. Et la dernière que nous avons encerclée, Wendy et moi, c'est la pensée critique. Elle est essentielle. La pensée critique, ce n'est pas une compétence associée directement et uniquement à l'univers social. La pensée critique, poser un jugement, est en mesure d'évaluer, fait partie d'une compétence du 21e siècle à développer. Alors voilà, j'ai fait un tour rapide de ces quelques diapos. Je cède maintenant la parole à Wendy qui va vous permettre d'aller consulter les activités proposées à Cognitia. À toi, Wendy. Merci Sylvie. Alors, Conicia va vous proposer 6 défis qui sont stimulants, qui vont totaliser environ, je vous dirais, 21 heures de formation et d'expérimentation qui sont conçus vraiment pour développer, comme l'a dit Sylvie, les compétences en IA et aussi la programmation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder brièvement ensemble et ensuite, on va aller sur la plateforme directement pour vraiment que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et comment l'utiliser. Alors, on va retrouver une centaine d'activités dans Cognitia où chaque défi va toujours commencer par une mise en situation claire qui détaille les objectifs, les tâches à réaliser et la durée totale de l'exercice. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails, c'est voulu. L'objectif est vraiment d'engager l'élève dès le début. C'est important aussi de noter que les activités, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire dans Cognitia. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez déjà vu l'intelligence artificielle, vous avez déjà vu les enjeux éthiques, vous pouvez sauter le défi 1 et le défi 2 pour ensuite commencer directement avec la programmation ou sinon, ben, la survoler rapidement pour en faire une révision. Donc, ce n'est pas obligatoire et vous pouvez aussi décider de commencer par la 6e et ensuite par la 4e ou la 3e. Alors, à la fin de l'atelier, on va vous remettre une fiche résumée qui va détailler les 6 défis avec la durée, les activités. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. On va vous remettre tout ça. Alors, commençons avec les 2 premiers défis. Donc, le premier défi, on va voir l'intelligence artificielle et ses applications. Et à travers ce défi-là, vous allez avoir 4 activités que vous voyez ici. Donc, on va voir l'IA, on va voir l'apprentissage automatique qui est un volet très important en intelligence artificielle et on en parle beaucoup tout au long de la plateforme Cognitia et des différentes activités et défis. Vous allez voir aussi le traitement du langage naturel et aussi la vision par ordinateur. Ensuite, dans le deuxième défi, on aborde les enjeux éthiques à travers les 3 activités ici. Et vous le savez déjà, mais on le redit, c'est essentiel de sensibiliser les élèves à l'importance des enjeux éthiques pour qu'ils puissent s'interroger sur les avancées positives qu'elles permettent, mais aussi sur les nombreux risques et dérives potentielles qu'elles peuvent engendrer. Donc, c'est vraiment à travers ce deuxième défi-là que l'élève va venir faire une réflexion éthique qui va favoriser son utilisation responsable et beaucoup plus éclairée de cette technologie-là. Vous allez le voir tantôt, les exercices ont été conçus vraiment à développer la pensée critique, comme l'a expliqué tout à l'heure Sylvie.
Ensuite, le troisième défi, ben là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est l'initiation à JavaScript. Alors, vous voyez le nombre de minutes ici, 425 minutes, c'est le défi le plus gros de Conicia parce qu'il demande beaucoup d'accompagnement. Sylvie et moi, on n'avait jamais fait de programmation JavaScript, alors on s'est amusé avec cette plateforme-là et on était bien heureuse d'être accompagnés étape par étape parce que vraiment, on avait besoin d'être modélisé pour nous aider à comprendre le processus. Et c'est essentiel d'apprendre le JavaScript parce que c'est le programme, c'est le langage de programmation essentiel qu'on utilise vraiment dans le développement du web moderne. C'est au cœur de toutes les applications et sites web, que ce soit pour la création de formulaires interactifs, par exemple, pour des jeux, pour des animations graphiques, puis tellement d'autres technologies. Donc, c'est vraiment important de se familiariser avec ce langage-là, qui est vraiment l'étape clé pour maîtriser les concepts de base. Donc, c'est pour ça qu'on commence vraiment au défi 3 avec JavaScript. Et vous allez voir que c'est vraiment bien expliqué. Il y a des mises en situation et ensuite, on y va vraiment avec la réalisation de projets interactifs. Donc, on voit ici dans l'activité 1, l'élève devra créer son premier robot. Ensuite, il devra apprendre à lancer une balle et à la toute fin, ben, il doit faire le robot et les balles ensemble. Donc, c'est vraiment bien détaillé, mais il faut bien prendre le temps de faire cette activité-là. Et si vos élèves n'ont jamais fait de programmation, ne connaissent pas l'intelligence artificielle, mais c'est sûr que Sylvie et moi, on vous recommande vraiment de le faire dans l'ordre dans lequel Conicia propose les défis. Parce que moi, si je n'avais pas fait l'initiation à JavaScript, j'aurais eu de la difficulté à faire les autres activités, les autres défis qui suivent. Donc, ça dépend vraiment de où vous êtes rendu avec vos élèves. Ensuite, pour le quatrième défi, l'élève devra appliquer 4 phases de création de modèles d'apprentissage automatique et ici, il va devoir utiliser l'algorithme KPPV. Alors, vous vous demandez peut-être c'est quoi cette programmation-là? Nous non plus, on ne connaissait pas ça. Ça veut dire cas plus proche voisin. Donc, ça utilise l'apprentissage automatique pour prendre des décisions. Donc, mis à part, là, on sort de l'intelligence artificielle, puis je vais vous demander de vous imaginer, par exemple, que vous cherchez un bon restaurant dans une ville que vous ne connaissez pas en voyage, et plutôt que de choisir au hasard, bien, vous demandez à plusieurs passants quel est le meilleur restaurant de la ville et vous décidez de suivre l'avis majoritaire pour choisir votre restaurant. Bien, en fait, le système KPPV, c'est exactement la même façon. C'est qu'il va utiliser, dans le fond, les K points les plus proches pour, faire une prédiction. Donc, dès qu'il reçoit une donnée, il analyse les K points et ensuite, il émet une prédiction. Donc, ce principe-là est très simple, mais très puissant et efficace parce qu'il est capable de reconnaître des formes, d'analyser des données et aussi de faire des recommandations. Alors, on a tout le temps des recommandations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur différents sites web, on est bombardé, mais c'est vraiment grâce à cet algorithme-là qu'on comprend mieux comment ça marche. Donc, c'est pour ça que c'est abordé dans Conicia pour vraiment que l'élève prenne conscience de cet algorithme KPPV. Alors, il y a 4 activités dans celui-là où il va venir tester avec les iris gaspésiens. Et ensuite, les 2 derniers défis, on explore davantage l'apprentissage automatique à travers des projets concrets. Donc, si on regarde ici dans le 5e défi, bien, l'élève devra concevoir un modèle qui est capable d'analyser les caractéristiques musicales d'une chanson pour prédire sa popularité. Donc, il y a une vidéo, une capsule vidéo dans ce défi-là avec beaucoup d'images pour enrichir l'expérience de l'élève. Et dans le 6e défi, là, on est vraiment dans un modèle de classification d'images où on doit différencier des personnes et des paysages. Et là, on va utiliser une autre application qui s'appelle Teachable Machine. C'est un outil qui ne nécessite aucune programmation. Donc, c'est intéressant de le travailler aussi de cette façon-là parce que c'est une approche qui est beaucoup plus intuitive pour comprendre le fonctionnement des modèles d'apprentissage automatique.
Donc, voilà les 6 défis et vous allez voir que quand on va arriver sur la plateforme, vous allez avoir le carnet de l'enseignant et la vitrine en IA. Alors, le carnet de l'enseignant, c'est vraiment un guide détaillé qui a été conçu pour accompagner les activités que vous allez faire en classe. Donc, elle vous propose des conseils pratiques et des ressources pédagogiques complémentaires pour faciliter votre enseignement. Vous n'êtes pas obligé de connaître la programmation pour travailler avec Conicia, pas du tout. Et la plateforme a été conçue de cette façon-là, donc pour que n'importe quel enseignant puisse utiliser Conicia dans le cadre de son cours. La vitrine en IA, c'est un espace collaboratif où les enseignants vont pouvoir partager les projets réalisés de leurs élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tous les projets de vos élèves qui vont se retrouver sur la vitrine, c'est les projets que vous allez choisir. Donc, les projets les plus intéressants. Donc, ça devient vraiment ça vient vraiment mettre en valeur le travail de tous les élèves, puis ça favorise l'échange, les inspirations au sein de la classe. Donc, c'est important. Là, je vais quitter mon PowerPoint et je vais aller directement dans la plateforme de Conicia. Voilà. Sylvie, tu me dis hein, s'il y a des petits bugs d'écran parce que moi, je vois rien dans Teams, là. Alors, là, on est directement dans la plateforme de Conicia. Dans le fond, pour arriver là, ben, comme vous l'a dit Sylvie, vous avez juste besoin de vous inscrire et vous allez arriver sur la plateforme de Conicia. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous arrivez ici. Vous avez les groupes et vous avez les défis. Dans les groupes, je ne passerai vraiment pas beaucoup de temps là-dessus, mais je veux quand même vous le montrer, c'est que vous créez votre groupe et ça génère un code d'accès. Vous avez juste à donner ce code d'accès à vos élèves et le rendre sur notre plateforme et le compte est jumelé. Donc, c'est vraiment très, très simple. C'est comme ça qu'on jumelle le compte enseignant avec le compte élève. Alors, je vais retourner ici et je vais aller dans le site de Conicia, dans mes défis. Ce que vous voyez ici, on appelle ça un signet numérique. On a ça dans tous nos cours à la SOFAD. C'est très pratique parce que ça vous évite de vous rappeler où vous étiez rendu à la dernière connexion. Donc, si vous voulez revenir à la même page, vous cliquez « Oui, moi, je vais mettre non parce que je veux vraiment commencer du début. » Alors, vous avez les 6 défis ici. Et en haut, vous allez retrouver le petit menu hamburger qu'on appelle, qui est dans le fond la table des matières où vous avez les 6 défis qui sont là. Vous avez un petit menu accordéon qui va vraiment détailler toutes les activités que vous allez retrouver pour chacun des défis. Ensuite, vous avez ici le glossaire. Alors ça, c'est très intéressant. C'est dans le fond tout le vocabulaire qui est utilisé en intelligence artificielle et pour la programmation. Regardez, je vais descendre un petit peu plus bas. Et vous allez voir qu'il y a vraiment le vocabulaire ici de programmation. Donc, si l'élève a des questions, s'il ne se rappelle plus trop c'est quoi ce terme-là, il peut aller directement en cliquant ici dans son glossaire et il a accès à la définition du mot. Le petit robot que vous voyez à côté, c'est le Technolab. Alors ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment pas relié aux activités. C'est juste une plateforme où on peut venir faire du codage pour s'amuser. Donc, l'élève rentre ici son codage, il met « Exécuter » et en fonction du code qu'il a rentré, il va avoir ici les activités se réaliser. Il peut donner un titre à son projet et il peut décrire son projet et le partager. Et c'est ce genre de projet-là, par exemple, que vous pouvez partager dans la vitrine IA dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment à part et il se trouve ici en haut. Donc, maintenant, je vais aller à l'accueil. Je vais commencer, évidemment, je n'aurai pas le temps de vous présenter toutes les activités, mais Sylvie et moi, on souhaitait vraiment vous montrer la première activité qui est vraiment, qui inclut beaucoup de vidéos et vous allez voir aussi la présentation. Donc, chacun des défis commence avec une présentation où on décrit les objectifs généraux du défi. On fait une mise en situation. Pourquoi? Parce que on veut engager l'apprenant. On veut que dès le début, il comprenne pourquoi il fait cet exercice-là. On veut qu'il se pose des questions. On veut développer son esprit critique
et on veut qu'il collabore vraiment pour tout au long de son activité. Et en dessous, vous allez retrouver les tâches. Donc ici, ça nous dit il y a 4 tâches. Voici les thématiques abordées. Voici le temps que ça va prendre. Et vous avez juste à cliquer sur la petite flèche en dessous, suivant, pour aller à la prochaine activité. Donc, on commence avec la première activité. Encore une fois, on donne les objectifs de cette activité-là pour que l'apprenant sache tout de suite qu'est-ce qu'on va venir travailler, sur quoi il doit mettre l'emphase, et vous avez la durée de l'activité. Dans le défi 1, toutes les activités commencent avec une capsule vidéo. C'est la seule activité, c'est le seul défi où il y a des capsules vidéo dans chacune des activités. Alors, je vais juste vous faire jouer un petit bout pour que vous puissiez vivre l'expérience. Qu'est-ce que l'IA? Quand tu joues à un jeu vidéo en ligne, quand tu cliques sur la publicité de tes chaussures préférées, ou quand tu utilises une application mobile pour te rendre à un spectacle, tu utilises souvent, sans le savoir, des technologies de l'intelligence artificielle, IA. L'IA dote les machines et les ordinateurs de la capacité d'accomplir des tâches qui exigent normalement une intelligence humaine. L'IA combine plusieurs technologies pour imiter des mécanismes de réflexion, de décision, de perception et de compréhension humaine. Alors voilà, je suis sûre que vous avez envie de la continuer, mais je vous laisserai l'expérimenter par vous-même. Ce que vous voyez ici en dessous, si jamais votre élève a oublié ses écouteurs, si jamais dans n'importe quel contexte, il ne peut pas faire jouer le son de la vidéo, on a ici en dessous la narration, pardon, la narration du texte de la vidéo qui se trouve en dessous de chacune des vidéos. Donc, vous pouvez le consulter. Ensuite, on tombe directement dans les exercices. Alors, vous allez voir que les exercices, ils ont des formes différentes. On va trouver des choix multiples, on va trouver des cases à déplacer et c'est voulu. On veut vraiment être en pédagogie active. On veut que l'apprenant trouve ça intéressant. On ne veut pas qu'il soit dans la passivité. Et je tiens à le redire, c'est que les exercices, c'est vraiment pas dans un but d'évaluer, hein. C'est vraiment dans un but d'apprendre. On apprend en s'amusant, on apprend de ses erreurs. Donc, lui, il coche les réponses qu'il pense. Et ensuite, ben, tout de suite, il y a une rétroaction immédiate. Il clique sur valider et ça lui donne la bonne et les mauvaises réponses. Et ça ne fait pas juste donner la bonne ou la mauvaise réponse, ça explique aussi, des fois, ça propose des ressources complémentaires s'il veut aller lire un petit peu davantage là-dessus. Donc ici, on a des vrais ou faux. Je vais vous montrer à la fin. Alors, vous voyez ici j'ai eu une mauvaise réponse. Donc, on me dit vrai et là, on nous donne un petit peu plus d'explications. Même chose quand j'ai des bonnes réponses. Donc, l'objectif est vraiment d'apprendre en faisant les exercices. Donc, une fois qu'il a fini tous les exercices de son activité 1, ici d'ailleurs, vous voyez une petite question à développement, il clique sur « Suivant ». Et quand il clique sur « Suivant », ben, il arrive à sa deuxième activité et c'est la même structure. Vous voyez les objectifs, la durée de l'activité et là, vous avez le petit vidéo, le texte de narration si c'est nécessaire et on tombe directement dans les exercices. Je vais aller vous montrer les formes d'exercices qui peuvent être différentes. Donc, vous voyez ici, on clique pour trouver la bonne réponse et on les met en ordre chronologique. Ici, on a des petites bulles qu'on peut déplacer. Et ici, on a des choix de réponses qu'on peut venir trouver et ensuite, on a la validation immédiate. Donc, voilà un petit peu pour la situation, pas la situation, mais le défi 1. Et ensuite, je vais vous montrer le défi 2 qui est dans le fond vraiment pour venir travailler tous les enjeux éthiques. Et on vous l'a dit tout à l'heure, l'objectif est vraiment de développer la pensée critique de vos élèves. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mises en situation. Donc, vous allez retrouver plusieurs mises en situation où on demande à l'élève de sortir les idées maîtresses de sa réflexion.
Et vous voyez ici en haut, vous avez les principes énoncés dans la Déclaration de Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce sont tous les concepts de base de l'intelligence artificielle et les règles aussi à respecter. Tous les principes, on les a mis ici. Donc, c'est sûr que quand l'élève vient répondre à sa mise en situation, il y a tout au même endroit. C'est vraiment une formation qui est autoportante. Donc, il va retrouver tous les principes ici pour venir répondre adéquatement à la mise en situation. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bouton pour avoir une rétroaction, c'est voulu parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif est vraiment d'amener l'élève à avoir une réflexion et à avoir un jugement critique. C'est d'ailleurs une très belle activité que vous pouvez faire en groupe après pour faire un échange avec les élèves, savoir toi tu penses quoi, toi tu penses quoi, mettre toutes les idées ensemble et avoir vraiment des beaux échanges. Donc ça, c'est la façon dont on amène les enjeux éthiques dans le défi 2 et ça va être la même chose pour l'activité 2 où on va venir travailler la transparence des données. On remet les principes énoncés de la Déclaration de Montréal ici et vous avez vraiment la mise en situation avec les encadrés encore. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour aller vous montrer rapidement l'initiation à JavaScript. Je suis contente qu'on ait le temps parce que je n'étais pas sûre qu'on pourrait vous le montrer. Alors là, je suis dans la présentation du défi. Donc, on explique les objectifs, la mise en situation. Ça, vous voyez, c'est les petits robots qu'ils vont venir créer. Donc, il y en a des longs, il y en a des plus courts. Ils ont différentes couleurs. Alors, c'est vraiment ça que l'élève, à l'aide de son codage qu'il va apprendre, mais il va être en mesure de créer ces petits robots-là et il va aussi pouvoir jouer avec la balle, créer la balle, la lancer, la faire rebondir. Donc, les différentes tâches sont expliquées ici. Je vais aller vous montrer. Alors, on est dans le Technolab. Le Technolab, c'est vraiment là que tout va se passer dans la programmation du JavaScript, mais pour un élève qui n'a jamais fait de programmation, mais je veux dire, il faut modéliser dès le début parce que si on lui présente ça, lui, il n'a aucune idée c'est quoi. Donc, on a vraiment, vous cliquez ici, on a vraiment détaillé chacune pas des consoles, mais des fonctions du Technolab qui est dans le fond l'éditeur, et on donne une petite définition. Donc, l'éditeur, c'est la fenêtre dans laquelle tu dois saisir ton code. Ensuite, on a le canevas ici. Ça va être c'est où s'affiche le résultat de ton code. Ensuite, on a la console. Ça, on donne c'est où il y a l'exécution du code. C'est ici qu'on va voir aussi s'il y a des erreurs ou qu'on a des avertissements. Et ensuite, bien, on a le exécuter, recommencer et la solution. La solution, on donne la réponse et elle guide évidemment l'élève pour trouver le bon code pour réaliser. Alors, c'est sûr qu'au début, l'élève va se tromper. Même si lui et moi, au début, on l'essayait, puis on se trompait, puis des fois, on avait besoin d'aller voir la solution. Mais c'est normal. On ne connaissait pas la programmation. Donc, c'est vraiment une initiation au JavaScript. Il ne faut pas s'attendre à être capable de faire des gros codes. C'est vraiment une initiation. Donc, ici, vous voyez, on commence directement les exercices. Et là, on demande juste à l'élève de cliquer sur « Exécuter ». Alors là, on voit l'écran devient noir. Donc, on coche. Le canevas devient noir, on le coche et on met « Valider ». Et ici, bien, ça nous indique que les codes qui sont ici, dans l'éditeur, c'est un code ici qui donne l'exécution pour que le tableau soit noir. Donc c'est ça qu'on va demander à l'élève de se pratiquer. Puis c'est vraiment à travers chacune des exercices. Là, on est dans les blocs 1, bloc 2. On va venir voir chacun des petits codes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment modélisé. Pardon, je sors d'un virus. Et je parle beaucoup, là. Donc, c'est vraiment modélisé étape par étape et vous allez voir que ça accompagne vraiment très bien votre élève et on le ramène à sa librairie graphique ou au glossaire si jamais il a besoin d'aide supplémentaire. Donc, c'est ici que vous allez retrouver tous les défis. Et la vitrine en IA aussi. Si je veux retourner, j'ai juste à aller sur Accueil et je reviens exactement à la base. Et la vitrine en IA se retrouve ici. Donc, c'est là qu'on va retrouver les projets des élèves. Et vous avez ici le carnet de l'enseignant qui va vous donner, comme je vous expliquais tantôt, plus
de contenu, plus d'aide pour accompagner vos apprenants, enrichir l'enseignement et voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Sylvie pour finir la conclusion. Je vous partage mon écran. Oui, ça fonctionne parfait. Je te laisse la parole, Sylvie. Sylvie, je t'entends pas. Se passe-t-il? Sylvie, on t'entend pas? Oui, c'est ça, j'arrivais pas à activer le micro. Pardon. J'avais comme, Je ne tout savais pas était- si c'était moi. Tout était gelé. Alors, désolée, j'étais en train aussi de répondre à des participants qui posent des questions très intéressantes. Alors, merci à Madame Cabana. J'avais oublié de mentionner au départ que ce site est principalement dédié aux élèves du deuxième cycle du secondaire, donc troisième, quatrième, cinquième secondaire. Mais en parcourant les activités et les défis, si vous êtes enseignant avec un groupe de premier cycle, il y a plusieurs activités qui pourraient convenir à ce groupe d'âge parce que d'abord, il y a une gestion de temps. Alors, il y a des activités qui sollicitent moins de temps. Alors, vous pouvez le faire éventuellement. Est-ce que tu peux afficher la dernière diapo 12, Wendy? Je suis dessus, Sylvie. Moi, ce que je vois en ce moment, ce sont tes arbres, mais c'est pas grave. Mes arbres. Est-ce que vous voyez la diapo, Conicia? Non, on voit ta belle forêt. Je ne sais pas si c'est la forêt qui environne ta Mais enfin, résidence. attendez, là, parce que là, je l'ai vraiment partagé sur mon écran. Est-ce que tu Alors l'as? voilà, là c'est parfait, c'est retenu. OK, Merci. OK. Les plaisirs les plaisirs du numérique. Alors voilà, je vais faire un survol rapide pour vous donner la possibilité de poser des questions ou d'émettre des commentaires. Alors les forces de Cognitia, on a rassemblé ce qui était vraiment dominant. D'abord, vous allez comprendre, puisque j'ai vu quelques questions dans le clavardage, que c'est la modélisation. Wendy et moi, nous ne sommes pas programmeurs analystes, nous n'avons pas de maîtrise en informatique et nous avons été capables de relever des défis et il n'y a pas d'âge, je vous le dis. Alors, on a réussi à faire un petit robot très simpliste, mais c'était l'objectif d'un défi d'initiation à JavaScript. Alors, si vous êtes enseignant avec des groupes de deuxième cycle ou de premier cycle, vous allez voir que vous êtes en mesure de choisir des activités avec un temps prescrit, ce qui peut être intéressant. Si vous décidez d'instaurer Cognitia dans le cadre de votre semaine d'enseignement, si vous dites, je le fais une fois semaine, alors il y a des activités qui fonctionnent très bien. Ou si vous décidez d'échelonner 2 à 3 activités Cognitia par semaine, vous allez choisir une durée plus longue. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, il y a quelqu'un dans le clavardage qui a posé la question, est-ce que ce parcours peut se faire de façon autonome? Wendy et moi, nous vous dirions oui, parce que les défis sont modélisés. Alors, c'est certain que vous aurez peut-être, vous aurez à agir comme guide si vous souhaitez accompagner vos apprenants et vos élèves, mais c'est vraiment un défi à la limite qui se fait de manière autonome. C'est l'objectif, sans préalable à l'informatique. Wendy en a parlé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est la pluralité des disciplines. Donc, que je sois un enseignant de français ou de sciences, je peux offrir à mes élèves Cognitia, parcourir le site. On l'a vu tout à l'heure, ça fait partie d'une dimension du cadre de référence, la possibilité pour les élèves de découvrir un langage de programmation. On est à la base et l'initiation à JavaScript se fait très, très bien. Et je souhaitais ajouter ici qu'il est même essentiel d'enseigner aux élèves. C'est souhaitable, la programmation, de vivre au moins une activité de programmation informatique. Pourquoi? Parce que la programmation, on l'a vu tout à l'heure dans le cercle des compétences, c'est qu'elle fait maintenant partie de la compétence à développer numérique en compréhension et en application de l'IA. Alors, elle y est, donc c'est intéressant de pouvoir la vivre. Et évidemment, comment mieux la vivre en pouvant mettre les mains sur les touches, donc d'aller au fil des activités
interagir avec les activités, faire ce qu'on a à faire de façon très spontanée. Alors voilà, mais je vous dirais la dernière petite question à la fin, que puis-je faire comme enseignant accompagnateur avec Conicia? Que puis-je faire comme formateur si j'ai quelques élèves avec Conicia? Alors la première des choses, je vous dirais, accepter de ne pas tout savoir. Pourquoi? Parce que même si vous êtes un expert en informatique, c'est impossible que vous soyez au fait de tous les concepts d'informatique. Et vous allez probablement découvrir au fil de vos groupes que vous avez des élèves qui montrent une aisance très grande avec Conicia. Alors, tant mieux, c'est correct. On les laisse aller, on leur fait confiance. Et aussi, la deuxième, je dirais, ce serait plus quelque chose qui me ressemble, c'est d'apprendre en même temps qu'eux. C'est-à-dire que si ça vous fait peur, toute cette partie d'initiation à JavaScript, de comprendre ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il n'y a rien de plus signifiant que d'ouvrir Conicia en même temps que ses élèves, d'apprendre au même rythme. Donc, c'est facilitant et vous allez voir, c'est rassurant des deux côtés. Alors, ça, c'est bien. La possibilité, on en a parlé tout à l'heure, du langage de programmation. Et le dernier que j'aurais pu mettre en premier, c'est cultiver l'art de questionner. Alors qu'on soit dans n'importe quelle discipline académique, je pense que c'est un objectif et une compétence à développer de questionner, de cultiver l'art de questionner. Alors, c'est intéressant et peut-être qu'il y a des programmeurs analystes qui vont me détester, mais vous savez que la programmation, ce n'est qu'une séquence d'essais et d'erreurs. Je résume peut-être ça de façon très bête, mais il reste que c'est ça qu'on doit faire. Des essais, on se trompe, Wendy et moi, on le fait, on le refait. Alors, ça fait partie de la programmation. Et votre rôle avec Conicia, c'est de les guider tout simplement et peut-être de les inviter à prendre des risques. On a fait ça, Wendy et moi, on a pris des risques. Alors voilà, je vous invite à découvrir cette belle ressource qui est, je le répète, gratuite. Alors à vous maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre. Alors, on y va pour la période de questions. Alors, il y a des gens qui auraient des questions. Ce que vous avez vu ou des commentaires? Comment est-ce que vous pensez que vous pourriez utiliser ça? Qu'est-ce que... Vous pouvez utiliser le chat, mais vous pouvez aussi allumer vos micros. On a maintenant 33 personnes en ligne. Oui. Il y a des questions qui ont été posées justement dans le chat. Oui. Oui. J'ai vu une question et je vois que, je ne sais pas, Denis, si tu peux prendre la parole. Je suis bien contente que tu participes à cette rencontre. Est-ce que tu es toujours là, Denis Sirois? Il a quitté? Oui, ça se peut. Bon, alors, on a parce une qu'il y a- question de Mélanie. Vas-y, Mélanie, avec ta question. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, j'étais extrêmement enthousiaste. Je suis déjà inscrite dans la plateforme, puis j'avais juste hâte que la présentation se termine pour aller faire mes activités. Très intéressant. Comme je le mentionnais dans la conversation, moi, j'interviens au niveau universitaire. Puis bien que ça s'adresse à des élèves, puis je vous ai entendu dire que vous-même, en tant qu'adulte, que vous avez énormément appris. Et moi, j'entrevois apprendre énormément à travers ça. Maintenant, le matériel est quand même adapté pour de jeunes, des plus jeunes. Est-ce qu'il avait été prévu ou envisagé de rendre libre ce matériel que je trouve sensationnel pour qu'on puisse l'adapter à des niveaux d'études supérieurs? Il y avait d'autres collègues aussi qui semblaient dire qu'au niveau collégial, on voit un potentiel également, là. Éventuellement, je vais prendre la parole, Sylvie, là, mais éventuellement, peut-être qu'on aura ce mandat-là, mais pour le moment, c'était vraiment pour les élèves du deuxième cycle. Mais sincèrement, je trouve que ça convient aux adultes aussi parce que la réalité des jeunes nous rejoint aussi quand ça concerne l'IA, qu'on parle des réseaux sociaux, on est toutes là-dessus, les questionnaires en ligne, je veux dire, vraiment, ça nous rejoint. Moi, j'ai pas eu l'impression, quand je l'ai fait, j'ai pas eu l'impression que c'était pas adapté pour moi.
je me suis pas C'est pas posé pas du tout. infantilisant du tout. Pas du tout. Même que il y a il y a des enseignants qui nous ont dit que deuxième cycle secondaire, là, c'est limite, là, parce que ça demande une certaine maturité là, pour être en mesure de faire le codage, de s'impliquer aussi, de vouloir comprendre. Il faut avoir un intérêt, là. Il faut, parce que c'est pas facile le codage, là. C'est pas tout le monde qui a cette vision, qui a envie de l'avoir. Alors, il faut le développer. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais je vous dirais, sincèrement, je pense que c'est pas, il ne faut pas que ça soit une barrière. En tout cas, si c'en est une, je serais curieuse, c'est que vous nous reveniez par la suite et vous nous mentionnez parce qu'on pourra le mentionner à notre équipe et ensuite, peut-être faire un autre projet. Oui, Excellent. Merci beaucoup, mesdames. avec plaisir. Alors, il y avait une question, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre, mais Daniel Dubé demandait est-ce que les activités sont disponibles? Est-ce que vous savez si les pare-feux restreignent l'utilisation dans certaines écoles ou avez-vous eu des retours là-dessus? On n'a pas eu d'informations signifiantes à ce niveau, mais effectivement, c'est possible que, mais avec le technicien informatique du centre ou du collège, j'imagine que ça peut se régler très, très facilement. Parce qu'en principe, comme il n'y a pas c'est une application web, tu sais, tout simplement, donc ça n'exige pas un long processus complexe. En principe, ça va vraiment bien. Donc, avec le site, je ne me souviens pas, je pense qu'on l'a mis sur une diapo, là. De toute façon, on va vous envoyer cette présentation. Vous allez avoir le site, vous inscrire. Mais en principe, il ne devrait pas avoir de problématique Je pense pas non plus. avec le pare-feu. Oui. Je ne pense pas non plus qu'il y aura de problème, surtout que, je veux dire, il n'y a pas de langage violent, il n'y a pas, il y a rien. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça soit bloqué, à moins qu'il y ait des restrictions peut-être sur les vidéos. Mais même là, je pense pas. Moi j'ai beaucoup à la SOFAN, on avait vraiment beaucoup de cybersécurité et ça n'a jamais bloqué. Mais si jamais ça bloque, écrivez-nous parce que c'est toutes des choses qu'on a besoin de savoir. Des fois, on produit des ressources et c'est vraiment une fois qu'elle arrive dans la réalité que là, on doit faire des ajustements parce que dans les écoles, l'environnement est tellement différent parfois que... Il y a beaucoup de potentiel aussi. Je peux vous dire que c'est accessible en Ontario parce que je suis en Ontario. Alors, ça fait des belles ressources en français pour les francophones hors Québec. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pourrais juste répondre à la dame du collégial pour lui dire qu'effectivement, on a opté pour une bande dessinée. Donc, ce sont des illustrations et ça passe, ça fait l'âge. Hein. Moi, je suis convaincue. J'aimerais bien avoir un retour de cette dame du collégial qui nous a parlé. J'ai oublié votre nom. Si vous l'expérimentez, si vous validez un parcours avec vos étudiants collégiales, de voir, parce que les questions éthiques, là, elles sont les mêmes questions qu'on ait 15 ans ou 19, et c'est bien d'argumenter. Donc, on a très hâte de savoir la suite avec le niveau collégial. D'autres questions, commentaires? Wendy, Sylvie, les prochaines étapes pour Cognitia? Ah, il faudrait demander à Denis. Denis, est-ce que tu vais basculer du côté de notre science à nous? Denis Sirois. Bonjour tout le monde. Mais écoutez, bonjour Denis. Cognitia, c'est le troisième de 3 outils qu'on a développé pour le ministère de l'Économie. Donc, on a d'abord fait Prédixia, qui est un ouvrage grand public d'explication, d'illustration de l'intelligence artificielle, entrepreneuriat qui s'adresse aux gens d'affaires et Cognitia que vous venez de voir. Donc, c'est sûr qu'on a des idées aussi pour le ministère de l'Économie pour un 4e ouvrage. Donc, il se pourrait qu'à un moment donné, qu'il y ait un 4e ouvrage. Pour répondre aussi aux préoccupations de Mélanie et de Nicole de l'Université Sherbrooke et de l'AQPC, si je me souviens bien, est-ce que ça pourrait être en code libre? Je ne peux pas vous répondre à ça présentement. Je n'ai pas le contrat qui nous lie au ministère de l'Économie devant moi. Donc, je ne me rappelle pas si on a cédé nos droits ou si on les a conservés là-dedans. Donc, je ne peux pas vous répondre à ça clairement. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça a été fait avec l'argent public. Hein.
Fait que, nous, on est un OBNL, on appartient au réseau scolaire québécois et on va être intéressé à travailler, on le fait déjà, on travaille avec plusieurs universités, plusieurs cégeps. Donc, on va être intéressé, si vous avez des idées, à travailler avec vous, les pousser, puis à s'associer à ça. Ça va être un grand plaisir de le faire. Fait que voilà. C'est bon. Merci, Denis. Merci. T'es arrivé au bon moment. J'étais là depuis le début. Ah oui, je sais, je t'ai vu, mais là, t'es apparu à l'écran. Oh, Denis. Allez, c'est à toi. Alors, je vais vous remercier beaucoup d'avoir passé cette dernière heure avec nous. Merci, Sylvie. Merci, Wendy. Ça me fait plaisir. Merci, Denis, de ta co-animation. Alors, je veux... c'est certainement, bon, comme d'habitude, vous allez retrouver le webinaire qui va être disponible sur le site web du REFAD et sur la chaîne YouTube. Alors, vous pourrez vous y référer. Alors, à l'invitation de Sylvie et Wendy, elles veulent bien avoir des rétroactions, donc gênez-vous pas de recommuniquer avec elles vos rétroactions et appréciations. Et maintenant, il est venu de temps. Donc, il y a le lien vers le questionnaire d'évaluation, je pense que d'évaluation d'appréciation qu'Élodie a partagé. Je vous rappelle, l'atelier le 27 mars, c'est un rendez-vous pour les établissements membres si vous voulez travailler en équipe avec nous là-dessus. Les inscriptions seront limitées pour permettre une plus grande participation de chacun. Et donc, le prochain atelier aura lieu le 5 mars. Et là, on parle de la création d'un cours de rédaction fondamentale centré sur l'expérience étudiante, l'interactivité au centre d'une démarche pédagogique autonomisante et autocritique avec Evelyne Deprêtre et André Nissic de l'Université de la TELUC plutôt. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine, au 5 mars. Bye tout le monde. Bye tout le monde, merci beaucoup.